je te les donne car ils n'ont pas d'oreilles. Vous vous souvenez de la vision de Sitting Bull lors de la danse du soleil organisée par sa tribu des Hunkpapa, début juin, c'est-à-dire la lune où on fabrique le gras, comme disent les Lakota. Cette vision, donc, s'était révélée lors de cette danse. Une voix, il avait entendu une voix, donc il lui avait dit « je te les donne parce qu'ils n'ont pas d'oreilles ». S'en était suivi une vision où il voyait des centaines de soldats tomber du ciel sans leurs oreilles et se retrouver morts au sol. Donc, Sitting Bull en avait déduit que le monde des esprits lui expliquait que de nombreux soldats allaient tomber prochainement sous ses balles parce qu'ils n'avaient pas su écouter. Vous vous souvenez aussi qu'un peu plus tard dans ce mois de juin, c'est-à-dire le 16 juin, une troupe de Cheyennes était partie à la chasse en quittant cet immense camp qui est constitué par plusieurs bandes. Et sur le chemin avait repéré une colonne de soldats qui faisaient route vers leur camp. Donc ils étaient rentrés, avaient donné l'alerte, partagé les forces en deux. Première moitié restée au camp pour le protéger au cas où. Seconde moitié entamait une marche toute la nuit pour aller attaquer la colonne. C'est donc à l'aube du 17 juin que les Amérindiens avaient attaqué la colonne et l'avaient défaite lors d'une bataille qui avait duré toute la journée. Ils n'avaient appris que le lendemain matin qu'en fait ils venaient de défaire la colonne du célèbre général Crook 3 étoiles, comme les Lakota le surnommaient, et donc avaient enchaîné avec le démantèlement de leur camp et s'étaient dirigés vers cet endroit que l'on appelle Little Big Horn. Nous sommes donc au matin de ce 25 juin. Le camp est monté depuis quelques jours, les gens vaquent à leurs occupations, c'est-à-dire que, comme il fait très beau, les jeunes sont dans les rivières, les femmes et certains hommes procèdent à la cueillette de navets sauvages dans la prairie, tout autour du camp, et certains autres sont partis à la chasse. Le soir, en général, une tribu ou une autre organise des cérémonies avec des danses sociales, comme ça se fait toujours à l'occasion de ces grands campements, et les hommes tiennent de nombreux conseils pour décider de la politique à venir. Ce 25 juin, Sitting Bull est persuadé que la vision qu'il a eue n'a aucun rapport avec cette bataille du 17 juin qu'ils ont gagnée. Cette bataille qu'on appelle la bataille de Rosebud, je vous le rappelle, tradition orale cheyenne, la bataille où la fille a sauvé son frère. Et donc Sitting Bull est persuadé que non, sa vision n'a aucun rapport avec la bataille de Rosebud, mais reste à se réaliser. Donc il ne sait pas au matin du 25 que c'est exactement aujourd'hui qu'elle va se réaliser. Comme je vous l'avais dit l'autre fois, ce jour-là, ce matin-là, à 25 km au sud du camp, il y a le général Custer qui s'apprête à prendre une décision qui lui sera fatale. Alors l'état d'esprit de Custer dans cette année-là, juste pour faire une parenthèse, je ne dis pas que ça a pu influencer sa décision, mais c'est pour lui donner un état d'esprit avant l'attaque. Cette année 1876, il a eu beaucoup d'ennuis, parce que vous vous souvenez, dans la vidéo de la première partie, je vous avais parlé d'un scandale qui durait depuis plusieurs années au sujet de l'Indian Rings Fraud, c'est-à-dire la fraude du cercle indien. Vous vous souvenez, ce cercle occulte composé de politiciens, d'agents et de marchands qui réalisaient des profits immenses en réalisant de nombreuses arnaques quant à la nourriture et aux fournitures qu'ils devraient livrer aux Indiens sur les réserves. Donc, dans le cadre de l'enquête sur cette fraude, Custer témoigne contre l'administration de Ulysse Grant. Il faut dire, dans la parenthèse, que sous les plusieurs présidences, les plusieurs mandats de Ulysse Grant, et en fait ça a été une période où il y a eu un record de scandales de corruption. Donc cette année-là, Custer témoigne contre l'administration Grant. Ce dernier n'est pas du tout satisfait et utilise son pouvoir pour faire destituer Custer du commandement du 7e de cavalerie. Ce dernier se plaindra à Sheridan et à Terry, et Sheridan et Terry useront de leur appui pour faire réintégrer le général Custer, surtout en vue de cette campagne contre les chefs hostiles comme Sitting Bull et Crazy Horse. Voilà un peu l'état d'esprit de Custer cette année-là. Peut-être que ça l'influencera, peut-être que ça ne l'influencera pas, mais j'imagine que, connaissant un peu le personnage et un peu ses actions et son histoire, si on ajoute la rancune à son caractère, je ne pense pas que ça constitue un coup de théâtre. Enfin, voilà.
Donc, en ce qui concerne l'armée américaine, ce jour-là, il faut dire que voilà, depuis le mi-juin, les colonnes ont reçu l'ordre de toutes converger vers cet endroit où l'on pense que le campement, le grand campement, se trouve. Alors, il y a 3 colonnes, celle de Terry, celle de Gibbons et celle de Custer. Le 22 juin, Terry, qui est en charge, donne l'ordre à Custer de partir en reconnaissance et de remonter le long de la crique de Rosebud pour arriver par le sud. Custer a aussi comme ordre de prendre une initiative si la situation se révèle, comment dire, si, en cas d'imprévu ou en cas de problème, donc il a la possibilité de prendre une initiative. Pour la petite histoire, Custer refuse aussi les 2 mitrailleuses Gatling que Terry lui conseille, mais qui doivent être tirées par 4 chevaux. Custer, ayant peur de ne pas être au rendez-vous assez rapidement avec ces 2 mitrailleuses, les refuse. Parce que le plan de base, c'est de se retrouver sur ce camp aux environs du 26 ou du 27 juin. C'est-à-dire que les colonnes de Terry et de Gibbons arriveront vers le camp par le nord-nord-ouest, et la colonne du 7e cavalerie de Custer arrivera par le sud. Ils veulent prendre le village en tenaille, sachant que l'ouest du village est constitué de collines. Donc ils veulent prendre le village en tenaille parce que leur principale préoccupation, c'est que le village ne se démantèle pas et ne se divise pas en plusieurs bandes, parce que ça serait beaucoup plus compliqué après pour les attraper. Donc en premier, ils veulent que le village reste compact et donc l'englober, le prendre en tenaille. Voilà le plan prévu pour le 26 ou le 27. Donc colonne Terry et Gibbons se sont mis en route. On est le 24, ils sont environ à 2 jours encore de Little Bighorn. Custer s'est mis en route le 22, le 24 il est à environ 25 km de Little Bighorn, mais au sud. Le 24, les éclaireurs de Custer observent le camp, ou essaient d'observer le camp pour en voir un peu l'ampleur. Ils sont sur un poste que l'on appelle, sur un petit piton que l'on appelle Crow Nest, c'est-à-dire le nid de corbeau. Ils reviennent en marchant toute la nuit et arrivent ce 25 au matin au quartier général de Custer, avec plusieurs nouvelles. La première, c'est que l'emplacement étant un peu encaissé, comportant plusieurs ravins, plusieurs petites collines, il est impossible de bien distinguer le camp. Par contre, les éclaireurs Arikaras, donc de la tribu Arikaras, rapportent à Custer que le troupeau de poneys et de chevaux qu'ils ont vu est tellement immense qu'ils pensent que le village est un des plus grands qu'ils aient jamais vu, ou moins imaginé. Donc ces éclaireurs, qui ne sont pas idiots, demandent à Custer de les démettre de leurs fonctions et de les rendre à la vie civile, ce qu'il fera, et ces éclaireurs Arikaras décident d'aller faire un tour ailleurs rapidement. Bon, nous sommes le 25 au matin. La deuxième nouvelle que ces éclaireurs apportent, c'est que selon eux, des guerriers Lakota auraient repéré la piste, les traces, qu'a fait la colonne de Custer. Et ça, c'est embêtant, parce que c'est ce qui va pousser Custer à précipiter la situation et donc à prendre une décision. Parce que Custer se dit, si les Lakota nous ont repéré nos traces, ils vont rentrer, prévenir le village qui va se démanteler. Donc, je programme l'attaque pour ce matin même, ce 25, au lieu d'attendre le 26 ou le 27, d'être rejoint par les autres colonnes. Ils décident le matin du 25, parce qu'ils pensent être repérés. Une parenthèse pour vous donner une version officieuse qu'on a déjà entendue, c'est que Custer, par excès de prétention, aurait décidé, avec cette nouvelle, finalement, d'attaquer quand même rapidement pour prendre le village lui seul et en avoir le crédit. C'est juste une rumeur, je vous la donne parce qu'elle existe. Maintenant, je ne suis pas dans sa tête, donc je ne pourrais rien dire. Alors, Custer prend donc la décision d'attaquer. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, il divise ses forces en 3, parce que même s'il n'a que son 7e de régiment, lui aussi va agir avec le phénomène de la tenaille. Donc, lui prend la tête de la section constituée par le plus grand nombre de soldats,
La deuxième section, c'est le major Marcus Reynaud. Et la troisième section, c'est le capitaine Frédéric Bentin. Il y en a une quatrième commandée par MacDougall, mais c'est ce qu'on appelle le train, c'est-à-dire les mules avec toutes les munitions et les denrées. Donc MacDougall prend la tête du train pour marcher derrière les colonnes et les rejoindre un peu plus tard, voire les fournir en munitions quand elles en ont besoin. Le plan, c'est que Reynaud passe par le sud-ouest pour faire une attaque surprise, pendant que Bentin continue à avancer par le sud pour bloquer toute échappée des Indiens. Et à ce moment-là, Custer, lui, arrive par l'ouest et le nord-ouest pour plonger sur le village et prendre en tenaille avec l'attaque de Reynaud. Alors, ce qui est sûr, pourquoi Custer choisit ce côté-là, parce que c'est sa stratégie habituelle et la stratégie de beaucoup d'autres chasseurs d'Indiens, on va dire, sachant, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, que la stratégie indienne, quand ils sont victimes d'une attaque, est toujours de sécuriser la fuite des femmes et des enfants et des vieillards, donc des non-combattants, avant de prendre des positions offensives. Donc Custer décide, lui, d'attaquer les non-combattants par l'ouest et le nord-ouest, parce qu'il sait qu'une fois que Reynaud va attaquer par le sud, les Indiens vont précipiter leurs non-combattants à l'arrière, c'est-à-dire vers l'ouest. C'est là où Custer veut attaquer les non-combattants, parce qu'il sait d'expérience que ces guerriers indiens, dès qu'ils savent que les femmes et les enfants sont en danger, arrêtent de se battre et les rejoignent. C'est la stratégie de ce jour-là. Bon, vous allez me dire, c'est pas très glorieux, mais c'est la stratégie qui a été utilisée dans les guerres indiennes pour les anéantir. Donc, ce qui paraît comme étant noble, c'est-à-dire sauver les femmes et les enfants, et bien dans ce genre de guerre constitue un point faible. Voilà donc la colonne de Reynaud qui s'en va en premier et qui suit une piste qui, même si elle est à découvert, la met quand même à l'abri parce qu'il y a énormément d'arbres et de bouquets d'arbres sur les côtés. Ce qui fait que quand la colonne de Reynaud avance, elle n'est pas vue, mais elle ne peut pas voir non plus. Et ça va poser un problème, comme vous allez le voir. Alors, d'abord, je vais vous donner 2-3 détails pour que vous les ayez en tête, parce que c'est un peu compliqué. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est que je vais mettre une carte à l'écran et je vais la commenter en même temps. Comme ça, vous pourrez regarder la carte, parce que sinon, ça fait vraiment trop de détails à mémoriser. Alors, dans les petites choses que je veux vous dire avant de mettre la carte à l'écran, c'est que selon les témoignages Lakota, Custer avait été repéré, mais pas Reynaud, qui allait attaquer par le sud. Alors on est en droit de se dire, ok, les scouts, les éclaireurs de Custer lui ont rapporté que des guerriers sioux avaient repéré leurs traces. Custer en a déduit qu'ils allaient prévenir le camp. Et pourtant, quand vous lisez les témoignages Lakota, vous voyez que l'attaque de Reynaud, comme je vais vous l'expliquer, a surpris le campement et plus particulièrement les Hunkpapa, parce qu'ils étaient au sud, à l'extrême sud, a surpris donc les Indiens de Sitting Bull à tel point que ils se sont rendus compte qu'ils étaient attaqués une fois qu'ils étaient sous les balles. Et pour corroborer ça, je peux vous dire que les premiers tirs ont tué uniquement des femmes et des enfants. Donc on peut se demander, mais comment ça se fait que, selon les dires des uns et des autres, ils avaient repéré Custer, mais ils ne se sont pas mis en branle? En fait, c'est tout simple. C'est que c'est bien en effet des éclaireurs Lakota qui ont repéré Custer, mais c'était un groupe de guerriers sortants qui étaient en train de partir à la chasse. Donc ils ont repéré des traces de Custer bien loin de la position où se trouvait Custer, dans une position qu'il avait occupée antérieurement. Custer, qui sans le savoir a eu le coup de génie d'envoyer Reynaud en avance attaquer par le sud, mais en fait ça lui a permis d'avoir son effet de surprise, parce que les éclaireurs Sioux qui revenaient pour dire au village qu'ils avaient repéré des traces
revenaient d'une distance assez longue pour que quand ils arrivent, Reynaud ait déjà commencé son attaque. Voilà pourquoi nous avons ces deux informations qui semblent se contredire, mais qui en fait sont véraces toutes les deux. Oui, ils avaient repéré Custer, mais ils l'ont repéré qu'une fois après qu'ils se soient séparés de Reynaud, donc ils n'ont pas vu Reynaud partir. Voilà pour le détail que je voulais vous donner avant que ça fasse trop d'embrouille dans votre tête et que vous vous posiez des questions. Donc maintenant, je vais mettre la carte en ligne et je vais vous la commenter. Alors comme vous le voyez devant vous maintenant, déjà en bas au milieu, vous pouvez voir le village comme je vous l'ai expliqué dans la première partie de la vidéo. À savoir, selon l'échelle qu'on voit en haut à droite, de 0 à 2 km, vous voyez que le camp à certains endroits fait 2,5 km de large et 2 à d'autres endroits. Donc vous voyez un peu l'ampleur de ce camp. Bon, si vous avez le temps, vous regardez l'ordre des tribus, comme je vous l'ai donné dans la première partie, mais ce n'est pas ce qui est important. Alors, en dehors de votre écran, sur votre droite, c'est l'endroit où Custer a divisé ses forces en 3 sections. Donc, nous pouvons voir en bas à droite, maintenant, de la photo, vous voyez un rectangle bleu et blanc où il y a marqué Reynaud. Donc c'est là où Reynaud arrive. Il a avancé plus ou moins à couvert et à découvert en même temps, puisque même s'il est sur un terrain découvert, c'est quand même entouré de ça, de là, d'arbres assez épais. Et comme il y a des ravines et des contrebas, lui, il ne peut pas voir exactement où il va, mais les Indiens ne peuvent pas le voir non plus. Alors, c'est arrivé à l'endroit où on voit ce rectangle bleu et blanc qui se rend compte en fait de l'ampleur du camp et il dira plus tard qu'il a compris qu'il était tombé dans un piège. Alors, là, il fait mettre pied à terre à ses troupes et leur fait prendre la position qu'on appelle le skirmish, c'est-à-dire des tirailleurs. Bon, à l'époque, c'est un soldat sur 4 qui tient les 4 chevaux à l'arrière et les 3 autres soldats sont à genoux, accroupis ou debout et tirent. Donc c'est vrai que 1 sur 4, ça enlève environ 25% de la force de frappe. Mais bon, peu importe. Donc il fait mettre sa position en tirailleur et là commence à tirer immédiatement. D'ailleurs, ces premières salves tueront surtout des femmes et des enfants. Comme je vous l'ai dit au préalable, ils sont pris par surprise, donc n'ont pas eu le temps de les éloigner. Pour la petite information, ces premières salves tueront les 2 femmes et les 3 enfants d'un leader qui va être très important pour la suite, d'un leader Lakota qui s'appelle Gall. Et en interview, plus tard, après la bataille, interviewé par les journalistes, il dira que quand il a vu sa femme et ses enfants mourir, son cœur est devenu mauvais et il a alors décidé ce jour-là de finir tous les soldats, non pas à la carabine, mais à la hache. Voilà. Bon, c'était assez important pour que je vous le fasse savoir, ça vous donne un peu, ça rajoute un peu de piquant à l'image. Alors nous avons donc Reynaud qui tire, qui est environ à 400 mètres là, des premiers Indiens, qui tire les premières salves. Il se trouve en face le camp des Hunkpapa, c'est le camp de Sitting Bull, donc l'extrême sud du camp. Contrairement à ce qu'il escompte, les Indiens ne s'enfuient pas pour mettre à l'abri leurs femmes et leurs enfants. Au contraire, ils affluent vers lui. C'est-à-dire qu'ils sont tellement nombreux qu'ils affluent vers lui. Donc, c'est devant une force grossissante qui se retrouve au bout de quelques minutes seulement. Et il se retrouve aussi débordé sur son flanc gauche, comme vous pouvez le voir. Vous voyez en bas, il y a une petite flèche en pointillé rouge qui part du carré rouge et blanc et qui vient sur le flanc gauche de Reynaud. Il se fait déborder justement par ce leader Gall, des Lakota et d'autres Cheyennes. La force de frappe est tellement forte qu'il est obligé de battre en retraite sur sa droite, comme vous voyez les pointillés. Alors c'est plus qu'une retraite, c'est quasiment une déroute. Surtout qu'à ce moment-là, et il dira plus tard, un de ses principaux éclaireurs, un Arikara, que je suppose être ami avec lui, vu ce que sa mort va provoquer chez lui, mais cet Arikara prend une balle dans la tête qui lui fait éclater la tête, et à ce moment-là, nous avons le major Marcus Reynaud qui a le visage entièrement recouvert par la cervelle de son éclaireur. Bon, c'est assez inconvenant pour lui faire perdre la tête, et après, ça ne va être que déroute. Donc vous avez ce major Reynaud qui, avec ses hommes, part sur la droite, comme vous voyez en pointillé, et atteint
un second rectangle bleu et blanc que vous voyez sur une zone un peu plus foncée. C'est en fait une zone qui est faite de sous-bois très dense et d'arbustes et de buissons, où le mouvement est très difficile. Vous voyez que vers ce rectangle bleu et blanc, dans les buissons, se dirige un autre rectangle blanc et rouge d'Indiens. C'est une autre colonne qui se forme et qui en fait le poursuit et qui met le feu aux buissons pour les forcer à sortir. Donc on peut imaginer que le traumatisme de Reynaud, avec son visage rempli de cervelle de son ami, plus le feu qui commence à courir dans les buissons, il panique et il crie à ses troupes, si vous voulez survivre, suivez-moi. Et là, il suit le chemin de ces pointillés bleus qui emmènent jusqu'au rectangle que vous voyez sur la droite au milieu, c'est-à-dire Bentin, un rectangle bleu et blanc. Et en fait, il traverse la rivière avec ce qu'il reste de ses troupes. À ce moment-là, il a perdu peut-être 45% de ses hommes. Donc il traverse la rivière, continue à se faire tirer dessus et atteignent ce petit rectangle bleu et blanc qui est en fait sur une colline. On appellera ça plus tard la colline de Reynaud. Sur une petite colline, une butte. Il se réfugie tant bien que mal en haut de la butte et organise tant bien que mal sa défense parce qu'il n'a plus trop sa tête apparemment. La raison pour laquelle vous voyez marqué Bentin sur ce rectangle maintenant, c'est que Custer, lui, avec ses forces, qui est sur la grosse ligne en pointillé au-dessus de l'image, lui vient de se rendre compte de l'ampleur du village. Pas tout à fait, mais déjà assez compte pour envoyer un messager d'urgence à Bentin qui se trouve, comme je vous le rappelle, normalement sur votre droite, là au sud. Il est là pour empêcher la fuite présumée des Indiens, alors que Reynaud, lui, en bas, à droite, était là pour attaquer et pour les faire fuir, justement, pour les faire réagir. Donc Bentin reçoit un message de Custer qui lui dit très gros village, arrivée d'urgence avec munitions. Et c'est à ce point-là, où vous voyez ce rectangle sur votre droite, Bentin, que Reynaud rencontre Bentin et le supplie de rester avec lui, car il vient de perdre quasiment la moitié de ses hommes, et d'organiser sa défense. Donc Bentin reste sur place, mais un des officiers de Bentin, qui s'appelle Weir, lui continue à obéir aux ordres de Custer, et vous voyez cette ligne en pointillé qui arrive à un rectangle bleu et blanc un peu plus au milieu de la photo, où il y a marqué Weir et Godfrey. Donc Weir va à la rencontre de Custer, disons dans cette direction, et maintenant, le gros des guerriers qui étaient en train d'attaquer Reynaud et Bentin sur cette colline part dans l'autre sens pour attaquer ce qui a été identifié comme Custer. Donc il ne reste que quelques guerriers autour de Bentin et Reynaud, de leur colline. Et c'est pour ça que ces deux derniers en profitent pour envoyer petit à petit des soldats rejoindre Weir et Godfrey. Sauf que, comme vous le voyez en plein milieu de votre image, il y a un rectangle rouge et blanc où il y a marqué Pizzi et Gall. Ce même leader Gall qui a attaqué le flanc gauche de Reynaud au début fait volte-face, car on vient de lui signaler Custer, et part attaquer la colonne de Custer vers le haut. Mais en même temps, il repère sur sa droite l'avancée de Weir et Godfrey, et à ce moment-là, Weir, Godfrey, Bentin et Reynaud, qui sont dans ce petit rectangle, au travers d'un immense nuage de poussière, voient surgir des centaines de guerriers Lakota et Cheyenne. Là, ils voient qu'ils vont se faire écraser en quelques minutes, donc ils rebroussent chemin. C'est pour ça que vous voyez cette flèche en pointillé bleu qui retourne vers le rectangle bleu et blanc Bentin. Et là, Weir, Godfrey, Bentin, Reynaud ne bougeront plus du tout pendant 24 heures. Donc maintenant, nous allons nous occuper du reste. Alors, une petite précision. Bon, je connais bien cet endroit. J'y ai passé la journée en août 2005. Alors rassurez-vous, le périmètre était sécurisé. Mais je vais vous apporter quelques détails qu'on ne peut pas voir en deux dimensions, bien sûr. Alors si toute la partie que vous voyez en bas, là où se trouve le camp, est assez plane, on va dire, bien qu'entourée d'arbustes, parfois et d'arbres, parfois assez hauts pour ne pas voir les tipis si vous êtes au sol, donc. Tout ce que vous voyez en haut de votre photo et qui constitue l'ouest, tout ce qui est plus sombre, et notamment orange un peu foncé, puis orange un peu clair, en fait ce sont des collines. Ça monte d'une manière... c'est assez escarpé.
ça monte assez rapidement, et sur cette colline, il y a aussi des buttes, ce qui vous fait des petites collines sur des collines. Donc c'est assez difficile de voir ce qui se passe autour de vous, selon où vous êtes là-dessus. Mais c'est très élevé. Et sur l'extrême gauche de la photo, ça redescend et ça remonte sur des collines, comme vous voyez, en haut à gauche, avec le orange clair et le orange plus foncé. Donc j'ai été un peu dans tous ces endroits pour voir, pour les vibrations et pour voir un peu par moi-même comment les mouvements s'étaient opérés pour essayer d'imaginer. Donc je ferme la parenthèse. Maintenant, nous allons nous occuper de clusters. Nous savons que Bentin, Reno et les autres sont coincés à droite de votre photo dans ce carré, dans ce rectangle bleu et blanc où il y a marqué Bentin. Le mouvement de cluster que vous voyez en haut de votre image, le problème c'est on ne peut que se baser sur des hypothèses pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y aura aucun survivant de toute cette colonne. Alors, les témoignages viennent aussi bien de certains soldats qui étaient chez Bentin et Reno ou de guerriers Lakota. Mais comme je vous le disais, le terrain étant assez accidenté, il est vraiment difficile d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui s'est passé sur ce champ de bataille pour Custer. Alors, nous pouvons imaginer, nous pouvons en être sûrs même que le chemin qu'il a pris là-haut, au-dessus de la colline, c'était, comme je vous l'ai expliqué au préalable, pour cette technique d'attaquer les non-combattants. Parce qu'il pensait que l'attaque surprise de Reno au sud allait forcer les Indiens à envoyer leurs femmes, leurs enfants, leurs non-combattants, ainsi que les poneys, vers les collines pour les mettre à couvert ou les protéger. C'est pour ça que lui passait derrière eux pour leur fondre dessus et ainsi provoquer un arrêt des combats chez les guerriers qui iraient immédiatement s'occuper de leurs femmes et de leurs enfants. Alors, là où vous voyez en haut le gros de la flèche où il y a marqué Custer avec le plus gros rectangle blanc et bleu, on pense qu'il a essayé une plongée vers le camp, croyant que c'était le nord du camp et la fin, alors que c'est juste le milieu. Donc on pense qu'il a essayé une plongée, notamment avec Keogh, que vous voyez là, malheureusement qui s'est trouvé face aux forces emmenées par Gall et des centaines d'autres qui venaient de s'occuper de Reno et Bentin. Donc Keogh est repoussé, même anéanti, il remonte à l'endroit de cette grosse flèche et passe en dessous le grand rectangle que vous voyez, bleu et blanc, pour tomber sur ce rectangle bleu et blanc où vous voyez marqué Kaloun. Alors, les forces de Gall et de Pizzey poursuivent dans ce sens, sauf que vous voyez une grosse flèche, des gros pointillés sur votre gauche, à la gauche de la photo, enfin sur la gauche de la photo, des gros pointillés rouges qui arrivent vers une flèche et un grand rectangle rouge et blanc où vous voyez marqué Crazy Horse et Two Moon. Vous vous rappelez qui sont ces deux guerriers. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, sachant que de toute façon, étant attaqué par Gall sur ce flanc-là, les forces de Custer ne pourraient se réfugier que à l'endroit où il y a marqué Kaloun, Crazy Horse et Two Moon les prennent en tenaille de ce côté-là. Et le feu est tellement fort que ça ne dure pas très longtemps avant que les gens qui se trouvent sur le point appelé Kaloun ne puissent s'enfuir que vers le haut. Et là, nous arrivons au dernier rectangle en haut à gauche où il y a marqué Custer, ce qui s'appelle Custer Last Stand, c'est-à-dire, dans le livre d'histoire américain, la dernière résistance de Custer. Bon, quand c'est lui qui attaque, je ne vois pas comment on peut parler de résistance, mais là, après, vous savez, ce sont des interprétations historiques. Le coup de génie aussi des Lakota et des Cheyennes, vous le voyez sur la gauche, avec ces petits pointillés rouges qui montent jusqu'en haut à gauche de la photo et qui arrivent par derrière Custer. Pourquoi alors? Ça, vous pouvez bien le voir quand vous êtes debout sur cette colline en haut à gauche où il y a marqué Custer, à l'endroit où j'ai été aussi, et vous avez le maximum des tombes des soldats américains qui ont été creusés sur place, là où ils étaient tombés, puisque la plupart étaient déchiquetés, donc on ne les reconnaissait pas. C'est un détail qu'il faut savoir. Donc ces petits pointillés, en fait, c'est que la colonne les gens emmenés par Crazy Horse et Two Moon savent que de toute façon, les Américains là sont sous une telle force de frappe que le seul endroit où ils peuvent bouger, c'est vers le haut, c'est-à-dire nord-ouest. C'est pour ça qu'ils envoient un détachement qui passe derrière cette colline, d'où on ne peut pas les voir. Alors on s'en rend bien compte quand on est debout dessus. Vous voyez, c'est tellement accidenté qu'on ne peut pas voir s'il y a une colonne qui passe par ce côté.
Donc ils envoient une colonne, et ils ont raison, car Custer se réfugie là-haut, et là c'est sous un raz-de-marée que se retrouvent les derniers soldats de Custer. Alors sa fin, bon, on en connaît beaucoup de versions, mais celle qui revient le plus souvent, c'est qu'à la fin il est en haut sur ce point, il est à quatre pattes, il a pris une balle dans le cœur, mais qui est arrivée par le flanc, donc il est à quatre pattes, il est plein de sang, il est entouré de quelques soldats qui lui restent, qui sont grièvement blessés, et là il y a un tourbillon de poussière, et quand la poussière s'en va, il n'y a plus personne, et plus que des chevaux avec personne dessus, et ceux qui sont à pied sont morts par terre, bien sûr. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, l'attaque de Reno en bas à droite s'est produite à 15h25, et ça on le sait précisément. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est environ vers 18h25, donc 3 heures après, que tout ce que vous voyez en haut de votre photo, tout ce qui est en bleu, un rectangle bleu et blanc, n'existe plus. Il n'y a plus âme qui vive, il n'y a pas un seul survivant 3 heures après. C'est pour ça qu'il ne faut pas, quand on voit la grandeur du camp et les mouvements qu'il y a eu à faire, il ne faut pas s'imaginer des batailles vraiment rangées avec des tirs sporadiques à droite et à gauche. Non. En fait, les Indiens ont agi uniquement par raz-de-marée, en fait, en faisant tout feu, des véritables feux roulants, comme on dirait à la Première Guerre mondiale, feux roulants. Donc, les forces américaines ont été écrasées sans aucun break, sans aucun temps mort, en fait, là-haut. Alors, c'est environ 18h30. Toutes ces forces amérindiennes se retournent vers Benteen et Reno, qui sont sur cette colline et qui ne savent absolument pas ce qui est en train de se passer. N'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y a même pas il n'y a ni radio ni talkie-walkie. Ce qui fait que la raison pour laquelle Weir et Godfrey ont décidé de suivre les ordres au début qu'avait donné Custer et de venir lui apporter secours, c'est qu'ils entendaient au loin des salves, c'est-à-dire des volets, des volets de balles. C'était le seul moyen à l'époque pour l'armée d'appeler à l'aide. Et ils ne cessent d'entendre ça. C'est pour ça que, malgré que Reno ait demandé à Benteen de rester, un de ses officiers, Weir, décide de continuer. Mais comme je vous l'ai expliqué, ils sont vite rentrés au bercail, voyant ce qui leur arrivait dessus. Donc, ils n'ont absolument aucune idée de ce qui s'est passé pour Custer. Toutes les forces amérindiennes se retournent vers Benteen et Reno, mais il fait bientôt nuit. L'ascension de la colline qui est très bien défendue parce que l'organisation de Benteen est très très bonne au-dessus de cette colline. Reno lui a donné le commandement. Alors Reno il ne sait plus où il est. Il a donné le commandement, c'est Benteen qui est moins gradé que lui, qui organise la défense avec les tranchées et tout ça, et il l'organise très très bien. Si bien que les Indiens décident d'arrêter les frais pendant la nuit, mais recommencent le siège de cette colline le lendemain. Sauf que certains de leurs éclaireurs, qui sont allés voir ce qui se passait autour, pour voir si personne d'autre n'arrivait, ont repéré en effet les colonnes dont je vous ai parlé de Terry et Gibbons, qui sont en train d'arriver aux abords du champ de bataille, disons pas très loin. Le problème pour les forces amérindiennes, c'est qu'ils ne sont pas ravitaillés en munitions comme l'armée américaine, ils sont arrivés quasiment à bout de leurs munitions et décident plutôt de démanteler le camp et de partir par le sud et de se séparer et de partir tous dans des directions différentes ensuite, une fois après avoir quitté le camp par le sud. Alors, Benteen et Reno ne sont tellement pas au courant de ce qui s'est passé que c'est uniquement quand Terry et Gibbons arrivent que Benteen et Reno demandent à Terry « Avez-vous des nouvelles de Custer? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Et en fait, c'est Terry et Gibbons qui, eux, ont reçu des messagers qui apprennent à Benteen et Reno, donc ils ne sont qu'à 5 km à vol d'oiseau de Custer, qui lui apprennent que Custer n'existe plus, ainsi qu'aucun de ses soldats. Donc, ils sont concernés. De là commencera immédiatement une controverse qui dure encore jusqu'à aujourd'hui, avec des dizaines et des centaines de livres polémiques sur le fait de savoir si Benteen et Reno ont-ils agi en lâche, en ne pas soutenant Custer, ou ont-ils agi de manière sage, en ne pas engageant leurs forces là-dedans. Bon, s'ils avaient engagé leurs forces, ils se seraient fait massacrer, ça c'est sûr, puisque ce jour-là, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne pour l'armée américaine, surtout que
personne n'avait idée de l'ampleur du camp. Alors, en effet, ça peut faire partie des erreurs de jugement de Custer, d'avoir décidé d'attaquer ce camp et de le prendre en tenaille en n'ayant absolument aucun indice sur la configuration du terrain et sur la grandeur de ce campement. De notre côté, on peut dire que, comme on lui avait mentionné que des éclaireurs Lakota avaient trouvé sa trace, cela l'a poussé à attaquer ce jour-là. Enfin, aujourd'hui, avec des scies, on peut tout refaire. Tout ce dont on est sûr, c'est que la grande partie du 7e de cavalerie, toute la section que Custer avait en commandement, a complètement disparu ce jour-là. Alors, comme je vous l'ai dit, les Amérindiens sont partis par le sud, ensuite ils se divisent en bandes, en tribus, comme ils le font d'habitude, et ils partent tous dans ce qu'on peut nommer au sens propre et au sens figuré, finalement, les dernières cavales de Sitting Bull et de Crazy Horse. En ce qui concerne la presse américaine, c'est le terme de massacre qui va être choisi. Alors, c'est l'Amérique tout entière qui est en émoi en apprenant ce qui s'est passé pour le général Custer, et bien entendu, la haine anti-indienne se répand. Alors, comment va réagir le gouvernement? Eh bien, premièrement, en se vengeant sur les Indiens des réserves. Dès le 22 juillet, c'est le général Sherman, qui est un général très connu, qui s'est illustré pendant la guerre de sécession ainsi que pendant les guerres indiennes, qui va être responsable des réserves indiennes Lakota et Cheyenne. Dès cette date, les Indiens des réserves seront considérés comme prisonniers de guerre. Dès le 15 août, quelques semaines plus tard, c'est un nouveau décret qui est signé et qui vient casser le traité de 1868. Vous vous souvenez, le traité de 1868, c'est ce traité qui cédait aux Indiens Lakota, Cheyenne et Arapaho le territoire des Black Hills pour l'éternité, bien entendu. Alors, ce nouveau traité est appelé aussi par les Indiens « Sell or Starve », c'est-à-dire « vendez ou mourrez de faim », pour la bonne raison qu'il stipule que tant que les Indiens hostiles n'auront pas regagné leurs réserves, eh bien, la fourniture de denrées sera stoppée. Alors, pour casser ce traité, les Indiens hostiles ont été accusés d'avoir rompu leurs promesses en déclarant la guerre à des soldats américains. Ce qui est très difficile à avaler pour ces Indiens, puisque ce sont les soldats américains qui les ont attaqués, ça nous le savons, mais la pilule est d'autant plus difficile à avaler pour les Indiens des réserves qui n'ont participé à rien. Alors, pour leur expliquer ce nouveau décret, on leur envoie, comme d'habitude, une délégation. Cette délégation comprendra, bien entendu, l'ecclésiastique dont je vous ai déjà parlé, qui a participé à la première délégation, c'est-à-dire le révérend Samuel Hindman. Pour la petite histoire, dans les années qui vont suivre, ce révérend Hindman va être impliqué dans des affaires de malversation et de spoliation sur les territoires indiens. Alors il va être tour à tour impliqué, blanchi, jusqu'à ce que ça se transforme en une histoire de bataille entre ennemis politiques et amis politiques. Bref, on ne saura jamais les tenants et les aboutissants de l'affaire, mais la culpabilité de Hindman ne serait pas un coup de théâtre. Alors, cette délégation doit aussi expliquer à ces Indiens des réserves que dès lors, ils vont déménager une nouvelle fois, cette fois-ci au sud de la rivière Missouri, pour être relogés sur les territoires où se trouvent les réserves actuelles, c'est-à-dire Pine Ridge, Rosebud et d'autres. Alors, les leaders amérindiens comprennent immédiatement l'ampleur du désastre, car ils connaissent bien ces territoires qui sont quasiment déboisés par les colons, où il n'y a plus de gibier, où le style de colons qui s'y trouvent sont des gens extrêmement racistes, et ils connaissent aussi la présence de divers villages et donc de débits de boissons, avec tout ce que cela implique pour ces Indiens. Alors, comme d'habitude, quand il faut expliquer un contrat qui est écrit en termes juridiques, c'est-à-dire en termes que seules les grandes personnes responsables et adultes en charge de notre société peuvent comprendre, quand il s'agit d'expliquer ça, que ce soit à des indigènes, à la population ou à des bêtes de somme, on envoie le religieux. Ce religieux, comme je vous l'ai dit, c'est le révérend Hindman. Alors, je succombe au plaisir de vous lire exactement le speech du révérend Hindman.
Depuis un grand nombre d'années, mon cœur a toujours été chaleureux envers les Indiens. Nous sommes venus aujourd'hui vous apporter un message de votre grand-père et nous transmettrons exactement ces mots. Quand le Grand Conseil a procédé à la nouvelle appropriation cette année, afin de continuer à vous fournir en denrées, il l'a fait sous 3 points, qui, à moins qu'ils ne soient pas respectés, ne donneront pas lieu à de nouvelles appropriations. Le premier point est que vous nous abandonnerez le territoire des Black Hills et tout ce qui se trouve au nord. Le deuxième point est que vous recevrez vos rations au sud de la rivière Missouri. Le troisième point est que vous permettiez à votre grand-père de construire 3 routes qui traverseront ces nouvelles réserves pour aller dans les Black Hills. Grand-père a dit, son cœur est plein d'amour pour ses enfants rouges, plein d'amour et de tendresse. Et il a lui-même sélectionné cette délégation d'amis des Indiens pour qu'ils traduisent fidèlement ce plan, afin que les nations indiennes soient sauvées. Et de fait, au lieu de diminuer jusqu'à ce que le dernier Indien regarde sa tombe, le peuple indien, comme celui de l'homme blanc, atteindra puissance et grandeur. Amen.